Il y a de noms dans le système, puis tout ça. Oui. Comme ici, j'ouvre la table de données, la banque de données, puis j'ai 614 records, 614 individus avec l'information sur ces individus-là. C'est beaucoup. Puis, qu'est-ce qu'il y a comme information qui est compilée? Qu'est-ce que vous pouvez voir? Là? Si on prend le numéro 1, par exemple. OK. Si on prend le numéro 1, si vous regardez en haut de la banque de données ici, vous avez le nom, le prénom, surnom, le permis, numéro d'assurance sociale, adresse, véhicule, note. Dans ce cas-ci, ça dit la mère, le nom de la mère, donc, des choses comme ça. Jean Ducaire, c'est un des principaux personnages des Bandidos. Donc, les Hells Angels avaient pas mal de renseignements sur Ducaire. Son surnom, son numéro d'assurance sociale, son adresse, auto, tout ça. Oui, toutes les cases sont quasiment remplies pour lui. Vous en voyez d'autres ici, comme il y en a pas mal moins d'informations. Mais celle-là, pour Ducaire, c'est pas mal rempli. En fait, ça donne l'affiliation du groupe, ça donne son numéro d'empreinte digitale, le FPS, le numéro de prison, les cicatrices, les tatouages. Tout est là. Une très bonne banque. Ce CD-ROM possède aussi des photos de motards permettant ainsi à l'utilisateur de mieux identifier leur cible. En plus, le disque informatisé possède des codes et des mots de passe pour protéger l'information qu'il contient. Toutefois, il est assez facile pour un crack d'identifier ces codes. Une méthode plus sûre pour les motards serait l'encryptage, avec laquelle on peut expédier de l'information cachée dans des photos. Les motards ont beau tout savoir sur leurs ennemis, ils n'en savent jamais assez sur leurs amis. Le soir où Réal Dupont a été assassiné, il ignorait qu'un membre des Bandidos qui lui avait donné rendez-vous était secrètement passé du côté des Hells Angels. Donc, dans le milieu, est-ce qu'on peut avoir confiance à ses amis ou ses ennemis? Absolument pas. Il n'y a personne à qui tu peux avoir confiance parce que un jour ou l'autre, quelqu'un veut monter dans la hiérarchie des motards, puis cette même personne-là avec qui tu vas avoir grandi ou vécu va te vendre pour se faire un titre ou aller chercher des couleurs. Il n'y a personne à qui tu peux avoir confiance. Les traites dans votre milieu, est-ce que c'est la meilleure façon d'obtenir de l'information? Oui, c'est sûr. C'était une de nos meilleures façons. Est-ce que ça vous coûte de l'argent à ce moment-là pour les aussi? Chaque information qu'on va chercher, on faut débourser pour. Pour obtenir ce qu'ils veulent, les motards généralement s'en tirent pour peu d'argent. Mais lorsque le besoin est là, ils n'hésitent pas à investir des milliers de dollars. Pour eux, le renseignement n'a pas de prix. À l'été 1993, l'Américain Lee Carter s'apprêtait à témoigner en cours à Montréal contre un Hells Angels lorsque le 28 juillet au matin, en entrant dans sa voiture, une puissante bombe a sauté, il est mort sur le coup. Donc, Lee Carter, avec l'argent qu'il a obtenu des autorités, il a fait le rêve de sa vie, il a acheté sa voiture, une Porsche. Une Porsche blanche. C'était exactement ici. Il y avait sa maison mobile là, puis il avait stationné son char ici. C'est ici que la bombe a été placée dans son auto. Dans son auto, juste derrière son chaise du driver. Quand il a déclenché la cloche, la pédale de cloche, puis c'est ça qu'il a fait le contact, puis là, ils l'ont fait sauter. C'est directement ici que c'est arrivé. Là, ici, le véhicule était en 1000 miettes. Là. Ah, ben, c'était pas une belle scène. Puis il est mort instantanément. Instantanément. Il y avait des débris partout sur le toit ici. Il y avait la pare-brise était sur le toit du building. Il y avait des morceaux tout dans le stationnement. Les policiers américains et québécois ont mis de longs mois à coincer les trafiquants de drogue des Hells Angels. Mais l'organisation criminelle n'a eu besoin que quelques instants et l'aide du système judiciaire québécois pour obtenir toutes les informations utiles pour éliminer le principal témoin dans ce dossier. Lee Carter travaillait ici, dans ce bowling, à Rouse's Point, dans l'État de New York. Tout commence en mai 1992. Lee Carter réside dans le petit village frontalier de Rouse's Point, dans l'État de New York, quand deux Québécois lui demandent s'il a envie de faire un peu d'argent.
Pour cela, il n'a qu'à aller récupérer de la drogue à New York et la transporter chez lui. Lee Carter accepte l'offre, mais en bon citoyen, contacte aussitôt les policiers américains. Il devient donc un agent source pour les autorités policières. Le policier Jean Burtz est le premier agent que Lee Carter contacte. Après, il m'a donné l'histoire. J'ai recommandé à Lee de faire une approche aux enquêteurs majeurs. Puis là, c'est dans le temps que j'ai appelé John Donahue, qui travaillait au stupéfiant dans le temps. So, John, you took the investigation at that point at the beginning. So, who was the meeting? He was meeting with what type of criminals? Lee initially was meeting with some people he had already known who were just volunteer firemen from Clarenceville, Quebec. That's how he knew them. So that's few miles from here. Correct, over the border. And they were people who frequented Champlain, New York, who had met Lee through the bowling alley where he worked. And to Lee's knowledge, up until that point, they were just normal, everyday guys who worked in Clarenceville, Quebec, and were part of the volunteer fire department. So he was asked to handle drugs from New York to Rouse's Point. Yes, they were looking for somebody who would have a New York registered car and travel to New York City for them and be willing to transport drugs to the Canadian border, where they were willing to pick them up and transport them across. Contact was made, as was prearranged, with Leslie Thompson and Scott Reynolds from Clarenceville. Leslie Thompson was the contact at the time. Leslie showed up at the Bowl Mart at Lee's house with Scott Reynolds. The cocaine at that point was transferred from Lee's car to Leslie's van in a hidden compartment that they had built. And that was all surveilled by the state police and customs. As they left and began towards the border with the cocaine that they were able to fit into the van, U.S. Customs conducted a northbound search and actually stopped the van and seized the cocaine. Promis à une lourde peine de prison, Thompson et Reynolds retournent leur veste et acceptent aussitôt de collaborer avec la police. Ils s'arrangent alors pour que Lee Carter livre la drogue à leur place dans un motel de la rive sud de Montréal. Carter ne va pas tarder à mettre les enquêteurs sur la piste du sombre Richard Vallée, membre en règle des Hells Angels du chapitre de Trois-Rivières. Grâce au travail de Carter, la police canadienne a pu mettre Richard Vallée en accusation et une date de procès contre Vallée pour importation de cocaïne fut avancée. Carter accepta de se présenter comme témoin en cour à Montréal. Cette décision lui a été fatale. Au Canada, les avocats de la défense sont informés des noms des témoins du procureur de la Couronne. Ainsi, Richard Vallée fut informé de l'identité de l'informateur et s'arrangea pour éliminer la preuve de la Couronne. Our plan and why Customs did a northbound search was hopefully to protect Lee Carter's identity. But once he was put on the stand, he was identified, and to compound that, my understanding of Canadian law is that Rick Valley was provided with the name of Lee Carter as being the person who could put him away for a long time. So he had nothing to lose by getting rid of Lee Carter and everything to gain. Selon les informations de la police, Vallée se serait vanté à un contact d'avoir observé avec un vif plaisir l'explosion de la voiture. So the Hells Angels learned all the secrets via the official court system. There are no secrets, unfortunately. The system's so open that we provide the information they needed to do what they did. C'est au quartier général de la Sûreté du Québec que l'enquête de Michel Auger sur le meurtre de Lee Carter aboutit. Les trafiquants ont fait taire Lee Carter, mais la police n'a pas dit son dernier mot car 2 ans plus tard,